Shaddai exauce ma prière. Moi je veux la paix dans mon pays. Oh mon Dieu, exauce ma prière. Moi je veux la paix dans mon pays. Adonai exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Oh mon Dieu, exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Shaddai exauce ma prière. Moi je veux la paix dans mon pays. Oh mon Dieu, exauce ma prière. Moi je veux la paix dans mon pays. Adonai exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Oh mon Dieu, exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Oh mon Dieu, exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Oh mon Dieu, exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Serge Beno, le Saint-Esprit connaît ton son. Moi qui aime la paix, aime l'amour, aime l'unité, prie avec moi. Moi qui aime la paix, aime l'amour, aime l'unité, prie avec moi. Prie avec moi. Oh, danse avec moi. Prie avec moi. Danse avec moi. Nous sommes des enfants, nous te supplions. En pitié de nous, en pitié de nous. Nous sommes des enfants, nous sommes des enfants, nous te supplions. En pitié de nous, Papa. Nous sommes des enfants, en pitié de tes enfants, nous te supplions. En pitié de la Côte d'Ivoire, en pitié de nous, en pitié de mon continent l'Afrique, en pitié du monde entier. Nous sommes des enfants, car nous n'en pouvons plus. Nous te supplions. Aie pitié de nous, Yahvé. En pitié de nous. El Shaddai exauce ma prière. Moi je veux la paix dans mon pays. Oh mon Dieu, exauce ma prière. Moi je veux la paix dans mon pays. Adonai exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Oh mon Dieu, exauce ma prière. Je ne veux plus la guerre dans mon pays. Bonsoir à tous. Bonsoir chers amis. Je voudrais dire un grand merci encore à ma très chère Marie-Emmanuelle Betika pour... J'apprécie beaucoup ce chant, en tout cas cette chanson. Très très belle mélodie. Et je le lui ai déjà signifié, elle le sait très bien que... Voilà, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Malheureusement, c'est parce que nous observons. Et donc, je dis merci à Betika qui a offert cette belle mélodie, cette belle chanson qui me touche beaucoup. Et voilà. Bonsoir à tous. Je voudrais vraiment saluer mes compatriotes qui sont connectés. À vous toutes et à vous tous, merci d'être là, d'être au rendez-vous. Ce soir, je ne veux pas vraiment être long. Je voudrais juste que nous parlions de la CPI, donc de ce procès qui va atteindre son épilogue, qui va connaître donc sa clôture ce 31 mars
du côté de la Hollande. Et donc, je voudrais en parler ce soir. Et puis, en 2 ou 3 petits points, la CPI a sorti récemment une décision, précisément le 16 mars. Je vais commencer par là. Ensuite, je vais présenter les options qui vont se présenter, donc voilà, qui vont s'imposer à nous le 31 mars, dans la décision que nous attendons d'ailleurs. Et puis, enfin, je vais aussi donner les conséquences d'une telle décision, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pour notre pays, pour d'abord les concernés, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudi. Et il me faut d'emblée, en entrant dans le sujet, faire 2 petites précisions. La première va concerner l'actualité de notre pays. Et puis la seconde va concerner quand même le dossier Laurent Gbagbo. Et puis un petit mot quand même sur les pro-Gbagbo, la grande famille des pro-Gbagbo. Je voudrais d'abord dire un mot sur l'actualité dans notre pays. Or, c'est vrai que le chef de l'État a cassé son gouvernement et qu'il veut nommer un nouveau gouvernement. Bon, il n'y aura pas de surprise de notre point de vue, mais j'aurai l'occasion de revenir sur cette question-là au moment opportun, peut-être d'ici la fin de cette émission, dans un petit divers. Mais c'est surtout cette saisie de 6 tonnes de cocaïne au large du golfe de Guinée qui m'interpelle comme introduction à cet échange de ce soir, que je voudrais vraiment bref, 30 de minutes maximum. C'est grave ce qu'on a découvert aujourd'hui. Parce que les Français, la marine française qui découvre cette quantité invraisemblable, impensable de cocaïne à direction d'Abidjan, précise et confirme qu'effectivement cette drogue-là s'en allait à Abidjan. Donc on a 6000 kilogrammes de cocaïne qui s'en allait à Abidjan. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il est donc vrai que la Côte d'Ivoire est devenue un pays narcotrafiquant sous Ouattara, mais c'est incroyable. Et aujourd'hui, j'avoue que sur la chaîne de télé Afrique Média, j'ai été très très dur parce que je ne peux pas comprendre qu'on soit en train de briser notre pays, de détruire notre pays. Mais et toute cette jeunesse, je comprends bien pourquoi est-ce que ces garçons-là, ces jeunes, ces femmes, ces jeunes filles sont prêts à aller mourir dans la mer en tentant de venir en Europe. Parce qu'on ne peut pas admettre un tel état. Et donc vraiment, je tenais à le dénoncer. Et au niveau de la FIDOC, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique que j'ai créée et que je préside, nous allons prendre des mesures fortes. Nous allons porter plainte. Ça, je l'ai dit et nous avons... Actuellement où je suis avec vous à cette émission, mes collaborateurs sont en train de travailler avec nos avocats pour voir comment est-ce qu'on peut le faire, sous quelle forme, qui ciblé, etc. Donc, on est en train de travailler. Et en même temps, j'ai alerté aussi mes collaborateurs qui sont du côté des États-Unis pour que nous utilisions GRAD Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, que nous avons déclaré dans l'État du Delaware, aux États-Unis, que nous puissions utiliser aussi cette structure-là pour que cette affaire-là soit tirée au clair. On ne peut pas découvrir hier 1056 kg de cocaïne pure d'une hauteur de 25 milliards et aujourd'hui découvrir 6 tonnes de cocaïne à près de 600 milliards.
notre pays est devenu grave. Mais c'est triste ce qui nous arrive. Et c'est pour cela que nous, Ivoiriens, chers compatriotes, nous devons nous lever. Nous devons nous réveiller. De sorte que notre pays ne nous échappe pas. De sorte que notre pays ne soit guère détruit de cette façon-là. Parce que tenez-vous bien, c'est la jeunesse qui est menacée. Comment on peut admettre ça? Que nos jeunes soient là, endoctrinés, envenimés, j'allais dire empoisonnés avec cette drogue-là. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, nous allons nous constituer partie civile et voir un peu quels sont les États qui peuvent nous permettre de clarifier cette question-là pour que ça aboutisse. Parce qu'à Abidjan, nous sommes convaincus que ça n'ira nulle part, puisqu'ils sont tous trempés. Le chef de l'État Ouattara est trempé. Son épouse est certainement. Les ministres du transport, de l'intérieur, même son frère, tout ce réseau-là. Comment on fait pour clarifier cela? C'est pour cela que nous sommes dans l'obligation, en tout cas en tant que militants des droits de l'homme, de saisir des juridictions autres que celles de la Côte d'Ivoire pour que cette affaire soit tirée au clair. Et nous y travaillons avec la bénédiction du divin. On va le faire. Et pendant que j'en parle, je suis bien obligé d'embrayer sur la question, en tout cas en ce qui concerne le décès de notre cher compatriote, mais qui était dans le camp des bourreaux, des Ivoiriens. Et donc, je veux dire, le premier ministre défunt, comment dirais-je, Ahmed Bakayoko. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que M. Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars dernier. Tellement de choses se disent sur lui, on dit bon, comme c'est un deuil, on a même décrété un deuil national, bon, arrêtons de polémiquer, laissons nos parents décéder là, laissons l'épouse, les enfants enterrer dignement leur papa, le pleurer comme il se doit. Mais chers amis, sachons raison garder. Chers compatriotes, sachons raison garder. Je ne puis accepter qu'on puisse considérer Ahmed Bakayoko en nous perdant dans des biographies, dans des éloges dithyrambiques, en nous hasardant à le considérer comme un modèle. Et là, vraiment, je suis désolé, mais ça là, on ne peut pas l'accepter. On peut tout dire, il était gentil, il était ceci, pour ceux qui ont bénéficié de ces mannes. Mais n'allez pas nous dire un seul instant qui peut être érigé en modèle et tout ça. Vraiment, je le dis, et comme là, je ne suis pas en mondiovision, mais je parle à mes compatriotes via les réseaux sociaux, je voulais vraiment dire à un de nos compatriotes que j'ai écouté, bon, quelqu'un que je prenais quand même plaisir à suivre un peu dans cette bourrasque, dans ce foison de dirigeants qui sont sans cœur, qui sont perdus, qui sont enivrés dans leur richesse, dans leur ambition, dans leurs ambitions, et qui n'ont plus d'humanisme. Donc j'écoutais un peu de temps en temps, mais là, monsieur le préfet Vincent Tobi, avec toute l'amitié que j'ai pour ce compatriote, je suis vraiment désolé de faire comme cela une remarque. Je n'ai pas pour habitude de parler à propos des personnes que je considère un peu respectables. Mais là, venir à une télévision, selon l'élément que j'ai vu, et puis dire que lui, M. Tobi est énarque, il a fait l'ENA, il est préfet, mais qu'il admire tellement Ahmed Bakayoko, sa méthode de travail, son pragmatisme, on peut encore s'arrêter là. C'est normal qu'un individu apprécie un autre qui a été son patron, qu'il a nommé, qu'il a fait nommer même préfet, etc. Ok. Parce qu'il était son directeur de cabinet. Ok. Mais de là à dire que on peut enseigner ça dans nos écoles, oui, nos diplômes, etc. Mais vraiment, il était pragmatique. Chut.
On va se calmer, monsieur le préfet. On va se calmer. On va se calmer. Vous avez servi aux côtés de M. Ahmed Bakayoko. Vous avez apprécié dans nos écoles, jamais. Dans nos universités, jamais. N'allez pas, ne vous perdez pas dans vos... Voilà, ne vous enivrez pas. On va rester serein. Soyons lucides. Hein. Soyons lucides. Moi, j'ai servi aussi au ministère de l'Intérieur, hein, à côté d'un ministre. Il s'appelle Martin Bléou. Jésus. Un grand maître du droit corse dans notre pays. Et j'ai vu aussi sa manière de travailler. Il y a des modèles dans la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, mais au-delà de tout ce que vous pouvez apprécier chez M. Ahmed Bakayoko, on ne peut pas enseigner cela dans nos écoles. Parce que ce qui est embêtant dans ces obsèques pour lesquels on a dit tellement de choses, ce qui est embêtant, c'est que vous faites les portraits dithyrambiques, les éloges. Mais vous vous gardez de dire qui était l'homme, qui était... Parce que quand on fait... Nous qui sommes quand même des analystes, des intellectuels qui analysons, quand vous faites... Même quand il est décédé, ou bien quand vous appréciez quelqu'un, il a quand même des tares, non, des défauts, non. On a entendu tout de vous, mais vous ne pouvez pas dire c'est qui était Ahmed Bakayoko. Vous vous levez comme ça, on va l'enseigner, on peut enseigner, on n'a rien à enseigner de M. Ahmed Bakayoko dans nos écoles. Il y a trop de référents dans nos écoles, dans nos universités, il y a des maîtres. Voilà. Ahmed Bakayoko, d'abord, ne faites pas, on va parler autrement de cette personne-là, mais limitez vos éloges là un peu à un certain niveau. Faut pas exagérer à la fin. Donc vraiment, j'ai voulu dire ça juste, sans aller plus loin et tout cela. Parce que bientôt, on va chercher à connaître quelqu'un qui avait les milliards qui distribuait comme cela. 700 millions dépensés par mois en train de faire soutenir les veuves et tout ça, les orphelins. C'est bien beau. Soutenir des ONG. Ok, 700 millions, combien touchait-il par mois? D'où vient cet argent? Ah, tenez, en 2012, il fait venir Rihanna en Côte d'Ivoire, concert privé pour lui et ses amis, ses proches. Avec Chris Brown. Et ça va coûter combien? 10 millions de dollars, c'est-à-dire 5 milliards de francs. Vous savez combien d'universités on peut construire avec ça? 5 milliards, un concert privé entre amis. M. Ouattara en a profité même, c'est pour son anniversaire. Vous savez ce que ça représente? Bon, dites-nous, il y a eu l'argent. Vous êtes préfet, vous avez travaillé avec lui en tant que son directeur de cabinet. Il faisait quoi pour avoir tout cet argent? Vous ne vous avez jamais posé des questions? Et demain, quand on va vous dire que si on le prend, on vous prend, vous allez dire non, moi je n'ai rien fait. Non. Vous avez travaillé avec un trafiquant, un dealer. Ce n'est pas Dr Boga qui le dit. Ce sont des journalistes qui ont investigué, qui ont enquêté et qui ont informé le monde entier de ce qu'il y a un réseau mondial. M. Ahmed Bakayoko est le chef du réseau mondial de la drogue qui circule dans notre pays et qui s'en va vers la Belgique, vers l'Europe. Les deux journalistes de Vice sont connus. Et vous étiez son directeur de cabinet. Hein. Donc calmons-nous un peu. Il est parti, il est parti. Nous les vivants là, réglons la situation maintenant. Réglons ça maintenant. Et puis je vais vraiment lancer un appel à tous mes compatriotes. Aujourd'hui, nous autres là, société civile, pas société civile, parce que dans notre pays, il y a deux camps. On nous a logés dans un camp. Quand la crise commençait en 2010 et que je passais sur les plateaux de télé avec Awa et Oura et tout ça, je défendais les droits de l'homme, ma ligne, Laurent Gbagbo, Ouattara, je considère que la loi a été dite, il faut que la loi soit respectée. On dit non, tu es pro Gbagbo. Je dis ok, j'accepte. De toute façon, Gbagbo est un modèle. Là, j'accepte. Choisissez votre camp et assumez votre camp. Si tu es resté dans le régime de Ouattara, que tu as travaillé avec les Ahmed Bakayoko et tout, ça fait 10 ans que des Ivoiriens meurent au Ghana, au Togo, au Bénin. Demain, ne dis pas que non, moi je n'ai rien fait, je n'étais qu'administrateur. Tu étais avec eux. C'est vous tous là qui nous avez rendu, qui avez été nos bourreaux. Parce que si on est tous des intellectuels, comment vous ne pouvez pas dire au chef de l'État et à son régime qu'il y a des limites? Nous sommes quand même humains. Depuis 2014, où est son directeur du cabinet?
Et puis après, vous allez venir, là, jusqu'en 2018, parce que c'est quoi, c'est en 2018 que vous avez été nommé préfet. Donc ça fait un bout de temps que vous avez vécu ensemble. Tout ce que des Ivoiriens ont souffert du régime Ouattara, et sous les Ahmed Bakayoko, vous êtes tous comptables. Parce que vous êtes tous, vous étiez là, vous étiez avec eux. Même la démission là ne suffira pas demain pour vous disculper, pour vous déresponsabiliser, non. Ça fait 10 ans que des Ivoiriens sont en exil. Donc arrêtez un peu. Lequel des Ahmed Bakayoko qu'on va enseigner dans nos écoles et puis nos universités là. Même à l'ENA là, les cours qu'on donne là-bas, on ne peut pas prendre Ahmed Bakayoko pour l'envoyer là-bas. Vous aimez trop ça. On veut se taire, vous voulez provoquer les gens. Le monsieur est décédé, bon, on essaie de nous contenir pour ne pas dépasser les choses, voilà. Vous allez venir dire, oui, il était tellement, machin, on peut l'enseigner dans quelle université? Dans quelle école? Dans quelle université? Dans quelle école? Parce qu'on est fatigué, quoi. Les Zatizaourou, on est fini d'apprendre tous leurs cours. Hein? Les Nyangoran Bois, tous ces gens, on a fini d'étudier. Les Barthélemy Kochi, on est fatigué d'étudier. Les Vaudier, on est fatigué d'étudier. On va les prendre maintenant. Des gens qui ont passé leur vie dans les détournements, dans les vols, dans la drogue, entretenir les artistes, faire venir des artistes, avoir une fortune privée. Tout ça, ça peut aller où? Voilà, on va tous passer. Poussière, on va devenir. Moi, je vous dis toujours, sémons des bonnes actions. Sémons des bonnes actions. Sémons des bonnes actions. Laissons les fortunes, la course après l'argent, la course après les titres. Laissons tout ça et servons l'humanité. Servons dignement nos compatriotes avec des valeurs. Même si on n'est pas des gens de foi, même si on ne craint pas Dieu, mais au moins respectons l'être humain. Respectons nos compatriotes. Servons-les avec dignité, avec honneur. Mais là, vous courez après l'argent. À cause de l'argent, vous tuez vos compatriotes. Vous détruisez nos vies pour faire rentrer la drogue dans notre pays. Détruire la jeunesse. Et puis après, vous allez dire, ce sont des modèles. Il y a un modèle, vraiment, il était gentil et tout ça. Tout l'argent qu'il a volé. Tout l'argent qu'il a dans la drogue. La destruction de notre nation. Arrêtons un peu. Je l'ai dit. Je passe à la question de la Cour pénale internationale. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Là-dessus, je voudrais même dire un mot. Parce que on a passé 10 ans, ça fait un peu la routine. Donc certains commencent à être fatigués. Moi, dans mon exil, là, vraiment, je ne sais pas lequel des leaders d'opinion que j'ai rencontrés dans la diaspora ici, avec qui je n'ai pas travaillé. Tous. Parce que je suis arrivé le 11 juin 2011. J'ai atterri en Europe, en Italie. Et donc, j'ai fait pratiquement toute l'Europe. Les grandes capitales, Berlin, Hambourg, donc l'Allemagne. J'ai fait Bruxelles, je sais pas, Irlande. Je suis même allé en Hongrie, dans le village de Sarkozy, là-bas, en Hongrie. Je suis allé, des conférences partout, des invitations. Tout ça, j'ai honoré la Suisse, Genève, bon, Zurich, tout ça j'ai fait. Et puis aux États-Unis, New York, Washington, Atlanta, un peu partout. Donc tous nos amis, les compatriotes que j'ai trouvés ici, je travaille avec eux. Depuis Alain Toussaint, Abel Naki, et tout le monde, Zach Krasoutou, voilà, Abiba Touré à l'époque, tout ça, je travaille avec tous ces gens. Je vais vous dire ce soir, chers compatriotes, quand je regarde la fin de ce grand combat que nous avons mené pour notre pays, j'ai un pincement au cœur. J'ai un pincement au cœur. Parce que nous avons gagné le combat. Dieu nous a bénis. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé ont été acquittés. Les gens, souvent, quand on en parle comme ça, ils disent, oui, laissez notre Gbagbo là, laissez-nous notre Gbagbo, les machins. Nous, on ne vous arrachera pas votre Gbagbo. C'est le président de la République de mon pays que j'ai défendu. Et c'est pour lui que je suis en exil. Il faut que souvent les gens aient l'humilité de se calmer un peu. Personne, nous autres là, moi je suis un militant de la société civile. C'est pas où le président Gbagbo est maintenant, il a passé par la prison là que je vais attendre qu'il me nomme. On n'attend rien de personne ici. C'est Dieu qui élève. Donc nous là, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais la vérité et la justice.
Cet homme a été victime d'un complot international. C'était le président de la République de mon pays. Mon cœur bat au rythme de mon pays. Alors je l'ai défendu dans le droit et la vérité et la justice. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais je veux dire aux amis du FPI, un peu d'humilité, un peu d'humanisme, un peu de reconnaissance. Je le dis parce que ça me fait beaucoup de peine de rentrer sur les réseaux sociaux et de voir tout ce gâchis. Tout ce gâchis. Et les gens de Ouattara rient de vous, parce que ce n'est pas de nous. Moi, ma mission est accomplie. Ma mission est accomplie parce que j'ai défendu un homme crânement. Et Dieu a agi par ses avocats, par nous tous. Et ils sont acquittés. Et le 31, ils seront totalement bouclés. Ça sera terminé définitivement. Je dis Alléluia. Maintenant, ce que vous voulez en faire, ça vous regarde. D'ailleurs, on ne s'est même pas arrêté là. Même politiquement encore, on a agi. Parce que c'est nous qui avons inventé EDS. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Et j'en fais partie devant Dieu. C'est-à-dire que souvent, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais les faits sont là et les faits sont têtus. On a inventé cette structure parce que le président Gbagbo et tous ses militants n'avaient plus de moyens d'expression. Puisque le FPI est aujourd'hui dirigé par Afin Guessan. Et Père à son âme, Aboudraman Sangaré nous a épaulés, nous a reçus, et on s'est appuyé sur lui pour que EDS voit le jour. Quand on vient de là où on vient, on devait marcher avec humilité, chercher à rassembler. On demande à M. Ouattara de réconcilier la Côte d'Ivoire, parce que ça fait 10 ans que les gens sont dehors, qu'on souffre dehors. Nous autres encore, on est en Europe. Ça va, je prends des avions, je tourne et tout ça. Mais nos compatriotes qui sont au Ghana, au Bénin, au Togo, des enfants qui sont nés, qui ont 10 ans aujourd'hui, qui n'ont pas vu leur patrie. Est-ce que ça ne vous fait pas quelque chose? Dans toute la Côte d'Ivoire, des gens devaient être guindés, gonflés, tous, sauf le FPI. Parce que c'est pour vous, pour l'amour du président Laurent Gbagbo, en tant que notre président de la République, que des Ivoiriens ont péri. Pour ces gens-là, humilité, humilité, humilité. Mais c'est vous qui venez vous asseoir sur les réseaux sociaux, qui étalez vos vies, qui étalez la vie du président Laurent Gbagbo, qui étalez la vie de son épouse Simone Elie Gbagbo, qui vous amusez, on ne sait pas ce que vous faites. Et les gens vous regardent, et les gens nous appellent. Et nous autres, on a mal. Mais fasse Dieu que cette mission s'achève le 31 mars. Je prie Dieu que tout se passe très bien, et parce que tout va très bien se passer. Le 16 mars 2021, la CPI a sorti une décision. C'est la première partie. J'ai 3 points, et puis c'est terminé. La décision de la CPI, quand on la lit, à la vérité, on peut comprendre ce qui va arriver. On peut comprendre, on peut deviner ce qui va arriver. Qu'est-ce que la CPI a dit? Laissez-moi vous lire un peu, pas tous les noms qui sont dedans. C'est le président de la CPI qui écrit. Parce que n'oubliez pas que la CPI a maintenant un nouveau président. Hein, mais ils ont écrit, ils disent quoi? La CPI dit, le président de la Cour pénale internationale décide que les affaires, le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, le procureur contre William Samoei Ruto, le procureur contre Uhuru Kenyatta, etc., etc., ne nécessite plus donc le procureur, le président de la Cour pénale internationale décide que les affaires suivantes, le procureur contre Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et toutes les autres personnes là, ne nécessitent pas actuellement d'être assignées à une chambre de première instance. En apparence, c'est simple. Mais pour nous qui suivons le dossier depuis 10 ans, en tout cas depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé à La Haye le 30 novembre 2011, on comprend que là, le débat est clos. L'affaire est terminée. Pourquoi? Souvenez-vous, le 6 février 2020, d'abord le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Le 15 janvier 2019, lui et le ministre Charles Blé Goudé. On pensait qu'ils allaient sortir immédiatement. Ils ne sont pas sortis immédiatement. Ils ont été bloqués. Et c'est le 1er février 2020 qu'ils sont sortis. Le président Gbagbo se retrouve à Bruxelles. Charles Blé Goudé reste à La Haye.
Très bien. Mais lorsque nous nous retrouvons le 6 février 2020, la procureure, là, elle nous sort quelque chose. La procureure dit, dans ce dossier-là, donc ils sont sortis de prison, je rappelle, 1er février 2019, autant pour moi, 1er février, donc 15 janvier 2019, ils sont acquittés, 1er février 2019, ils sortent de prison. Ce que je vous dis là maintenant, un an plus tard, donc on est le 6 février, on se retrouve au tribunal où la procureure va maintenant exposer cette affaire de... D'abord, on était même allé pour la question de la levée des conditions pour que le président Laurent Gbagbo puisse voyager et tout cela. Mais la procureure, là, elle a fait appel. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'appel, là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, elle demande que la cour d'appel annule tout ce qui a été fait et qu'on recommence à zéro. Je répète, elle dit, depuis que le président Laurent Gbagbo est venu à la CPI, tout le temps qu'on a passé, les procès, tout ça, on a qu'à annuler. Pourquoi? Parce que la décision que le juge Cuno Taffusser, l'italien de ce pays où je suis là, la décision qu'il a prise d'acquitter le président Laurent Gbagbo et Michel Blé-Goudé, alors qu'on n'a même pas écouté, on n'avait même pas eu besoin d'écouter leurs témoins là. Elle n'est pas d'accord que la procédure a été viciée. Donc on a tout cassé. Et puis on va recommencer à zéro. Et ce jour-là, on était à la salle d'audience, j'étais au tribunal là-bas, et le président de la cour d'appel dit, vous dites quoi? De tout préciser votre pensée. Non, je souhaiterais qu'on nomme un nouveau tribunal de première instance pour recommencer tout à zéro. Donc aujourd'hui, le 16 mars 2021, lorsque le président du tribunal, le président de la CPI, pas le président du tribunal, le président de la CPI, de l'institution CPI, c'est un juge, lorsqu'il dit les affaires qui sont là, Laurent Gbagbo contre le procureur, y compris Blé-Goudé, les affaires que j'ai nommées là, ne nécessitent plus d'être confiées à un tribunal de première instance. Ça veut dire que la demande de la procureure là, c'est mort. Donc en toute logique, le 31 mars, où nous nous retrouvons à La Haye, si on a pu y aller à cause de cette affaire de Covid-19, c'est pas très évident, mais sinon on est prêt. Hein, moi je suis prêt, j'ai déjà tout apprêté, je vais faire les tests PCR et tout cela pour aller à Paris. De là, on devait aller en voiture avec une délégation. J'ai même checké avec la CPI pour réserver déjà ma place à l'audience. On a tout bouclé. Mais si même nous n'y étions pas, en tout cas le 31, la décision va tomber. Et la décision qui tombe, en toute logique, ça devait être celle-là. Pour dire simplement que l'affaire est terminée, le dossier est clos, c'est terminé. Voilà la vérité, ce qui devait advenir et rien d'autre. Et c'est pour cela que je dis, il y a beaucoup à espérer parce que nous avons mené un combat juste qui va être là, qui va atteindre son épilogue. On va aller à, voilà, c'est la clôture, c'est la fin. Mais, voyons les deux hypothèses qui se présentent. Donc, ce que nous espérons, le 31, la seule option pour nous, c'est que cette affaire-là, trop c'est trop, voilà. D'ailleurs, la CPI est sortie anéantie dans le dossier Laurent. C'est pour ça que souvent, dans les conférences, dans les échanges sur les plateaux de télé, on dit Laurent Gbagbo a vaincu la CPI. Parce que tout le système s'est écroulé. Les Ivoiriens ont vaincu la CPI. Voilà. Et je dis encore une fois à mes amis, parce que souvent, ceux qui disent, oui, c'est notre Gbagbo, on ne le lit pas, les gens n'ont pas compris que nous tous qui sommes en exil, là, et même nous tous qu'on a mis dans le même sac des pro-Gbagbo, là, société civile ou pas société civile, dès l'instant où tu n'as pas pris le camp de Ouattara, on dit que pro-Gbagbo. Ok. Ils ne savent pas que, en nous mettant dans ce sac-là, le procès de Laurent Gbagbo, mais c'est notre procès à nous tous. Parce que si Laurent Gbagbo est qualifié de criminel, d'assassin, c'est nous tous, ceux qu'on a soutenu un assassin.
C'est ça que vous devez comprendre, chers amis. C'est ça que vous devez comprendre. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que beaucoup parmi nous, on a prié. Ceux qui pouvaient prier ont prié, en tout cas j'en fais partie. Parce que quand souvent tu te retrouves dans des situations où tu es impuissant, tu pries. Et ça c'est Blaise Pascal qui l'enseigne. Et ça m'est toujours resté comme une leçon de vie. Blaise Pascal a dit, et je cite, « Là où ma raison ne peut plus agir, je dois la remplacer par la foi. » Fin de citation. C'est-à-dire que là où, intellectuellement, moralement, physiquement, tu ne peux plus rien faire, la foi doit prendre le reste du combat. Cette affaire de la CPI, non, c'est une question, s'il n'y avait pas Dieu, comme disent nos étudiants, s'il n'y avait pas Dieu dedans, non, laissez tomber. C'est la communauté mondiale contre nous. Et nous tous là, notre symbole, c'était Laurent Gbagbo et Blé Goudé. C'est pour cela que vous le vouliez ou pas, nous sommes condamnés à nous battre jusqu'au bout pour que ces gens, ces deux personnalités-là soient libérées et qu'on dise Dieu, merci. Mais sinon, chacun est libre de sa vie. Ils ont leur vie. Mais là, ils sont un symbole pour tout un peuple. C'est pour cela que nous les défendons et que nous les défendrons jusqu'au bout. Ce n'est pas pour les arracher à qui que ce soit. Non. Les militants peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais nous, on a défendu une institution. Parce que le président de la République, ce n'est pas un individu, c'est une institution. Elle a été vilipendée, elle a été humiliée, elle a été bafouée. Or, elle incarne mon pays. Donc, mon pays a été humilié par le biais du président Laurent Gbagbo. Le réhabiliter, c'est réhabiliter mon pays. Et moi-même, ça me fait droit. Parce que je me suis battu pour cela. Quand je dis moi, je veux parler de tous les patriotes, tous les Ivoiriens qui se sont battus. Le 31 mars, c'est la seule décision que nous attendons. Mais il faut que je vous présente aussi l'autre option que la CPI pourrait aussi évoquer. La CPI peut se dire quoi? Elle peut se dire Ouattara est coincé. Ouattara est au pied du mur. Il a le dos au mur. Quand Ouattara est coincé, c'est Macron qui est coincé. Ils ont échoué sur l'écho. La monnaie, ils n'ont pas réussi. Alors, ils sont coincés. Le troisième mandat là, c'est un vol constitutionnel. Ils nous ont imposé un président. Ça ne fonctionne pas bien. Le pays va mal. La drogue se déverse dans le pays. Tout est mélangé. Si Laurent Gbagbo arrive, ils sont morts. C'est ce qu'ils peuvent se dire. Donc, ils peuvent actionner la CPI. Parce que le voyage de M. Ouattara, le 3 mars, à Paris, les gens se parlent. Mais écoutez, quand des gens sont des dealers, quand des gens sont des comploteurs, tant qu'ils n'ont pas atteint, tant qu'ils peuvent être coincés, mais ils vont toujours inventer. Et la CPI reste toujours, et je le dirai à qui veut l'entendre, une institution sous l'emprise des grandes puissances. Car qui fait vivre la CPI? Ce sont les États qui mandatent leurs juges. Ce sont les États qui cautionnent leurs juges. C'est eux qui envoient. Parce que les juges représentent des pays. Et ce sont les pays là qui financent la CPI. La France notamment. Les États-Unis avaient bloqué avec Donald Trump. Je pense que Joe Biden, qui est du sérail, va certainement contribuer pour que la CPI vive. Le dossier Laurent Gbagbo reste un dossier colossal dans lequel l'ONU, la communauté internationale, la France, les États-Unis, tout ça sont impliqués. Est-ce que là, ils ne vont pas encore vouloir nous mettre des bâtons dans les roues en disant, bon, on a nommé un nouveau tribunal, de nouveaux juges, rouvrons le dossier, non pas pour nommer un tribunal de première instance, mais on a qu'à reprendre là où on s'était arrêté. On avait écouté les témoins de l'accusation, on attend les témoins de la défense. C'est une option. Si tu es intellectuel, si tu es réfléchi et que tu suis le dossier, il faut l'évoquer. Maintenant, il faut te donner les moyens de casser cela pour que ça n'arrive point. De toute façon, la décision est connue, elle sera rendue le 31.
Mais de mon point de vue personnellement, cette deuxième option, ce serait trop grave, trop risqué pour la CPI. Et c'est ça que je veux leur dire ce soir. C'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre. Parce qu'on a passé 10 ans avec un Laurent Gbagbo pris en otage, avec un pays balafré, profondément déchiré à cause de la crise de 2010-2011, que la communauté internationale a mal réglé. Et on traîne encore les séquelles. Et la drogue se déverse dans notre pays. Notre pays est détruit dans ses fondements. En 2020, le 31 octobre, on a failli encore faire exploser ce pays. Parce que quelqu'un a triché pour prendre un troisième mandat. Ne faites pas ce pays-là, va devenir un pays méconnaissable. Ne vous amusez pas à cela. La seule chose que je m'aimerais conseiller aujourd'hui aux juges, parce qu'ils suivent tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Ils suivent tout ce que nous faisons sur les médias en ligne. La seule chose que je peux dire à la communauté internationale aujourd'hui, à la CPI qui m'a répondu via mail, quand j'ai demandé mon audience pour venir sur le procès, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de dire, on a passé 10 ans, ce dossier est bouclé, classer ce dossier-là, et puis on va essayer de coller les brèches, de recoller les morceaux de notre pays pour sauver ce pays-là, de ce qui reste. Parce que sinon, je vous le dis toujours, vous serez toujours responsable de ce qui adviendra dans notre pays. Parce que vous allez... Alors imaginez un peu, que vous bloquiez encore une fois le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Mais nous, on va en vouloir à qui? C'est Ouattara. C'est Ouattara. Parce que tout l'argent qu'il vous donne là, de toute façon, aujourd'hui, on sait que c'est de l'argent de la drogue. Parce que cette drogue-là, c'était pas Ahmed Bakayoko seulement. Hein. Quand M. Ahmed Bakayoko invite Rihanna en Côte d'Ivoire, c'est dans le pays. Ouattara est au courant. Son épouse est au courant. Quand les Fali Ipupa, tous ces gens-là viennent, il est invité là. C'est le régime, ils sont contents entre eux. Ce sont des dealers. Ce sont des dealers. Donc, chers amis, je vais vous dire que les deux options sur la table, il y a une option qu'il ne faut même pas envisager. Parce que s'il faut recommencer à zéro, ce n'est pas sûr qu'on puisse mettre 10 ans encore jusqu'à attendre un procès qui va nous amener. Déjà, le monsieur a passé 10, il a passé. Et puis, ce n'est pas nous qui l'avons acquitté. Hein. C'est un juge de la CPI qui l'a acquitté. Donc, si vous voulez régler vos problèmes, réglez vos problèmes. Mais les victimes, en tout cas les accusés, doivent bénéficier du droit qui a été dit. Autrement, ce serait de la politique politicienne. Et ça, on ne peut pas l'accepter. J'ai voulu le dire, chers amis, et je l'ai dit. Maintenant, pour terminer cet entretien, que je ne voulais pas vraiment long, le camp Ouattara, là, il répond quand? Monsieur Ouattara, là, et ces tueurs, ils répondent quand? Parce que si les juges de la CPI ont acquitté le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé, c'est que les 3000 morts, voire 16 000 morts, selon le rapport de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, que dirigeait M. Charles Konan-Banny là. Qui est responsable de ces morts-là? Mais donc, qui a tué à l'ouest? Il paraît qu'on est en train de juger M. Ouremi, hein, le Burkinabé là, qui était dans le Mont Péco. Mais qui a tué? Qui a commandité? Donc, on entend dire qu'il y a des mandats d'arrêt qui sont en cours, qui ont été distribués, et donc maintenant la CPI va commencer à s'intéresser, voilà. Mais dans le cas de M. Laurent Gbagbo, là, c'est Laurent Gbagbo même qu'on a pris. Hein. Donc n'allez pas prendre des petits couteaux dans son camp. Même Soro Guillaume est un petit couteau. Même Soro Guillaume est un petit couteau. La CPI, si vous êtes suffisamment courageux, allez-y déposer un mandat d'arrêt chez M. Ouattara. Ça me paraît être un parallélisme des formes. Vous avez arrêté Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé que vous considériez comme son bras séculier. Vous avez même voulu interpeller Simon Lévy Gbagbo. Ils ont tous été acquittés. Laurent Gbagbo a été acquitté, Blé Goudé a été acquitté, Simon Gbagbo a été acquitté par Ouattara lui-même.
Bon, maintenant là, du côté de Ouattara, on prend qui? Vous allez venir, oui, on prend Soro Diop, on prend machin. Non, 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 chers amis. Parallélisme des formes oblige. Prenez M. Ouattara, déposez-lui un mandat d'arrêt. De toute façon, et en tout état de cause, si la CPI ne le fait pas aujourd'hui, tôt ou tard, ce sera fait. Et en plus des crimes qui ont été commis depuis 2010-2011, qui sont des crimes imprescriptibles, qui traversent le temps. C'est pour cela qu'il s'accroche au pouvoir. Mais il ne va pas mourir au pouvoir. Tôt ou tard. Donc aujourd'hui, il y a les affaires de drogue qui viennent s'ajouter et tout cela. On va le traquer à tout point de vue. Jusqu'à ce qu'un matin, il rende compte. Chers compatriotes, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette émission. Et je voudrais vraiment vous dire qu'il y a beaucoup d'espoir pour notre pays. Il ne faut pas désespérer. Parce que tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin d'un système. À la fin des systèmes. À la fin des systèmes. Et l'appel que j'ai toujours lancé depuis 10 ans, je le fais. J'ai écrit un de mes livres que j'ai appelé, comment dirais-je, Afrique Liberté, conditions pour une Afrique libre et émergente, qui est paru aux éditions universitaires européennes à Berlin. Vous le trouverez sur Amazon. Tapez mon nom, vous tapez le titre du livre Afrique Liberté, conditions pour une Afrique libre et émergente. Dans ce livre-là, j'ai dit, et ça va être mon mot de fin, lorsqu'il y a un dictateur, lorsqu'il y a un dirigeant criminel, il n'est pas seul. Autour de lui, tous ceux qui composent avec lui, tous ceux qui marchent avec lui, tous ceux qui composent son gouvernement, tous ceux qui composent son administration sont comptables de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Car lorsqu'on n'est pas d'accord avec un diable, avec un dictateur qui tue son peuple, qui massacre son peuple, à un moment donné, on se lève pour dire, Monsieur le Président, stop. Et même quand il ne veut pas, ayez le courage de démissionner. Mais si vous vous êtes tué pendant 10 ans, si vous êtes tué pendant 10 ans, et que nous avons été martyrisés, et que nous avons passé 10 ans à l'extérieur de notre pays, pendant que des gens qui sont venus dans ne sait où, puisqu'on dit que leur nationalité est douteuse, c'est pas Boga qui le dit, c'est le président de la Cour suprême de mon pays qui l'a dit en 2000, que M. Ouattara est de nationalité douteuse. Et des gens douteux sont à la tête de mon pays, et les fils du pays sont dehors. Le président Laurent Gbagbo est quitté, dit tu ne rentres pas, et le monsieur est bloqué. Depuis 10 ans, on est là. Et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Tous ceux qui sont avec lui, qui ont travaillé avec ce monsieur Ouattara, ils sont comptables de ce qu'il a fait. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord qu'on vienne dire, ah oui, avec quelques-uns qui étaient bons, Ahmed Bakayoko était ceci, il avait de l'argent, il distribuait. Tout ça, c'est blanc, bonnet, blanc. Quand nous vivons là, laissons des traces justes. Quand nous vivons là, battons-nous pour la justice. Quand nous vivons là, battons-nous pour des valeurs. Enseignons des valeurs à nos enfants, à nos étudiants, à notre société. Posons des actes positifs pour faire avancer notre société. Ne nous taisons pas sur les injustices. N'acceptons pas les tortures des nôtres. N'acceptons pas les emprisonnements injustes. N'acceptons pas les massacres de nos populations. Et puis demain, venir là, se faire passer pour des saints. Non, je le refuse. Et c'est pour cela que nous nous battons pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, mais que la Côte d'Ivoire soit meilleure. Notre pays mérite mieux. Notre Côte d'Ivoire mérite mieux. Et la Côte d'Ivoire a des fils et des filles capables de la servir mieux. J'ai sillonné toute l'Europe et les États-Unis. Je vois la diaspora, elle est riche, elle est diverse, elle est complexe, elle est pluridimensionnelle. Elle a de quoi donner à son pays. Mais elle est bloquée. Parce que dans le pays, c'est du rattrapage ethnique. Dans le pays, ce sont les emprisonnements injustes. Dans le pays, ce sont les tortures. Dans le pays, c'est la drogue. Et notre jeunesse se meurt. Dans le pays, ce sont les microbes. Ça suffit. Et à un moment donné, il faut crier de haut là. C'est pour cela que, de mon point de vue, c'est vrai, aujourd'hui, on a des députés, tout cela. Mais encore, il paraît qu'il y a un gouvernement. J'espère que ceux avec qui nous sommes en partenariat ne s'amuseront pas à aller dans un gouvernement d'un dictateur, auquel cas ils auront participé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, chers amis. C'est avec mon cœur que je vous ai parlé. Et tant que Dieu me donnera le souffle, jusqu'à ce qu'il m'appelle à lui, je défendrai la justice,
la liberté, l'équité, les droits de l'homme. Je vous aime. Merci beaucoup. Bonsoir.